Donc, je vais vous parler de notre vision maintenant de cette pandémie de 2009, hein, qui a soulevé beaucoup d'encre, de discussions au niveau des médias, de discussions politiques maintenant sur ce qu'il fallait faire ou ne pas faire, et des remises en cause de décisions politiques. Qui soulève finalement un grand problème, c'est est-ce que la France est capable de répondre à une situation de maladie émergente, et dans quelles conditions est-elle capable ou pas de le faire, soit au niveau organisationnel, de stratégie vaccinale, prise en charge, soit au niveau recherche. Bon, je resterai bien sûr sur des questions essentiellement médicales, mais je vous dirais que j'ai une vision qui est beaucoup moins critique que celle qu'on entend actuellement. Non pas parce que j'étais un des acteurs, j'étais vraiment un des acteurs dans la recherche et pas dans l'organisation du tout. Mais qu'il y a eu quand même, et je vais vous le montrer, un certain nombre de décisions qui ont été prises qui font que cette pandémie a été moins sévère en France qu'ailleurs. On ne le dit pas suffisamment, et on peut s'interroger pourquoi, et je vous donnerai des éléments de réponse pourquoi elle a été moins sévère en France. Ce qui soulève ensuite évidemment de fait qu'il a peut-être été trop fait de choses, mais s'il a été fait des choses, c'est peut-être aussi la raison pour laquelle elle a été moins sévère. Alors, la grippe, le virus grippal, c'est un virus qui est un virus ARN. Il comprend plusieurs protéines, bien sûr, mais donc deux protéines principales, qui sont HA pour l'hémagglutinine et NA pour la neuraminidase. Et donc on classifie le virus de grippal avec H pour HA, et puis de H1, on va de H1 à H8, et puis N pour neuraminidase, et puis ensuite on a des combinaisons qui existent entre ces différentes structures du virus. Alors, le nombre de H1 associés à N1, N2, etc., il est assez limité chez l'homme, en termes de contagiosité, mais il est extrêmement étendu chez l'animal, où on va, voyez, jusqu'à H16 et N9 avec toutes les combinaisons possibles. Donc, en fait, quand on parle de virus H1N1 ou H5N1, comme on avait parlé il y a quelques années, eh bien, c'est une classification à l'intérieur de ces deux protéines. Protéines essentielles parce qu'elles sont reconnues par les vaccins, et c'est la cible également d'un certain nombre de médicaments dirigés contre les virus grippaux. Donc c'est à la fois des protéines importantes pour la classification, mais enfin la classification à la limite on s'en fout. Ce qui compte, c'est finalement que ce sont des cibles potentielles pour à la fois la réponse vaccinale et pour de nouvelles cibles médicamenteuses. Alors les virus grippaux sont caractérisés par deux points essentiels qu'il faut bien comprendre, qui sont la dérive antigénique et qui sont la cassure antigénique. La dérive antigénique, ça veut dire qu'il y a des mutations. Donc, vous avez déjà eu ces deux topos sur les virus. Donc, les virus, ils mutent beaucoup. C'est des mutations spontanées pour la dérive antigénique, très fréquentes, qui sont au sein d'une même souche et qui font qu'une souche de 2005, c'est pas la même que 2006, c'est pas la même que 2007, etc., parce qu'il y a des mutations spontanées. Ces mutations, on arrive à bien les comprendre, à les anticiper, ce qui explique que d'habitude, indépendamment d'H1N1, on sait les souches qui vont être dominantes au printemps pour l'automne suivant, et la fabrication des vaccins, il y a l'OMS qui donne un feu vert pour fabriquer le vaccin de la nouvelle année. Alors parce que certains s'interrogent en disant mais pourquoi vous changez de vaccin tous les ans? C'est encore un truc des compagnies pharmaceutiques, elles sont là pour faire du fric, etc. C'est un peu vrai. Mais on ne change pas le vaccin pour ça. On change le vaccin parce qu'il y a eu cette dérive antigénique avec une mutation qui fait que d'année en année, il y a ce changement. Puis alors, il y a quelque chose qui est très différent, qui est la cassure antigénique, où là, c'est un vrai changement du virus. Il y a un réassortiment de différentes matériels génétiques de ce virus qui correspond à l'apparition d'un nouveau variant, et qui correspond à des bouts, puisque ce virus va exister de façon globale, le virus grippal, en dehors de l'homme, chez le porc, chez le poulet, et à certains moments, il y a cette cassure antigénique où il y a un nouveau mutant qui apparaît, avec des bouts de virus isolés du porc, isolés du poulet, isolés de l'homme, et ça fait des associations très très bizarres, dont H1N1 de cette année pandémique est un des bons exemples. Donc bien comprendre ce qui est dans l'histoire de la grippe en général,
et de ce virus grippal, ce qui est quelque chose de standard, habituel tous les ans, qui va muter un peu, qui est un petit changement, qu'on est capable de prévoir, les vaccins sont capables d'anticiper ça, et puis ce qui est de temps en temps une cassure antigénique avec un nouveau mutant, et ce mutant peut être un mutant dangereux parce que plus pathogène pour l'homme ou pour l'animal par exemple. Et cette cassure antigénique, elle survient moins fréquemment bien sûr que les mutations. Alors, cette diapositive est un peu compliquée, mais c'est pour vous montrer, ça illustre ce que je viens de vous dire, c'est-à-dire que si on part par exemple de la gauche, où il y a ce que représentait finalement le virus de la grippe espagnole au début du siècle précédent, à partir de là qui était un virus H1N1, ne l'oublions pas, on va y revenir, eh bien il y a eu des mutations et des cassures antigéniques, et là ça représente plutôt les cassures antigéniques, qui ont correspondu à des pandémies particulières en Asie, sur un des virus Hong Kong, mais aussi en Europe, avec des changements, pouvant aller jusqu'à des cassures très importantes avec H5N1 il y a 3 ou 4 ans, tel que ça avait été décrit, et puis cette H1N1 pandémique de 2009 qui apparaît et qui est différent de l'H1N1 qui traînait là depuis de très nombreuses années. Il y a eu une vraie cassure antigénique avec un changement. Alors, sur l'historique de la grippe durant le XXe siècle, donc on a bien des grippes saisonnières, tous les hivers, avec des souches qui sont connues, qui sont en général donc mutées, comme je vous l'ai indiqué, et puis des grippes pandémiques qui correspondent à une cassure antigénique et qui sont liées à l'apparition d'une souche nouvelle au sein d'une population qui n'est pas immunisée. Donc si elle n'est pas immunisée, tout peut se passer, bien, mal, ça dépend du caractère un peu pathogène. Et vous voyez qu'il y a une série de vagues de pandémies qui sont maintenant connues, qui sont même avant la grippe espagnole. On parle toujours de la grippe espagnole de 18-19. Mais il y a eu des choses avant, il y a eu des choses après, en particulier dans les années 57-58, il y a eu aussi en 68, et il y a eu une pandémie qui n'a pas eu non plus tout à fait lieu, il y a maintenant 4 ans, avec H5N1. Donc, par définition, quoi qu'on fasse, il va y avoir de temps en temps cette cassure antigénique, et ce virus sera donc vraiment muté, très nouveau. Il y en aura d'autres. Hein. Il y aura de nouveau un nouveau virus dans 2-3 ans. Après, la question de est-il plus ou moins pathogène, ça c'est une autre question sur laquelle on va revenir. Mais par définition, c'est une maladie émergente avec des mutations et l'apparition de nouveaux mutants. Donc je vous rappelle la grippe pandémique de 18-19, hein, qui a fait le modèle qui a été pris pour cette pandémie d'H1N1 en France et en Europe là, en 2009, a beaucoup bénéficié, bien ou mal, je ne sais pas, de ce qui s'était passé en 18-19 et donc de l'inquiétude qu'il pouvait y avoir. Donc, grippe dite espagnole, c'est faux, c'est une grippe américaine, elle est partie des États-Unis. Il y a une première phase qui a démarré donc dans l'armée américaine. Elle a été très contagieuse au départ, mais pas faiblement mortelle. Puis ensuite, il y a une deuxième vague qui survient, qui est en Europe, et en particulier dans les années 19. C'est juste après la fin de la guerre de 14-18. Hein. Et puis, qui ne touche pas seulement l'Europe, mais l'Inde. On oublie de dire qu'il y a eu des millions et des millions de morts en Inde. Les registres des médecins anglais qui étaient en Inde à ce moment-là permettent de le dire. Et puis une troisième vague épidémique qui est survenue un peu plus tard. Donc tout ça a duré sur 2 ans, entre 2 et 3 ans. Et évidemment, ce qui a été évoqué dans le subconscient des scientifiques, des gens qui ont analysé, des décideurs, c'est de se dire, mais qu'est-ce qu'on observe en avril 2009? Est-ce que c'est pas la première phase de la grippe de type espagnol? Et est-ce qu'on ne va pas avoir la deuxième phase, qui va être une phase véritablement très grave, hein? Et c'est là-dessus qu'a été basé le raisonnement, les décisions politiques et donc les décisions de prévention. Alors, est-ce que c'est le même virus? Parce que c'est un virus H1N1. Et donc, c'était d'autant plus, l'analogie était d'autant plus troublante qu'il s'agissait du même virus. Alors, c'est un virus qui, en fait, est proche, mais ce n'est pas tout à fait le même. Il a été séquencé parce que le virus de 18-19 a été retrouvé. Il a été séquencé. Il a une grande analogie avec le virus de H1N1 de 2009. C'est aussi un virus qui était dit aviaire, en fait aviaire, mais qui n'avait pas vraiment circulé à l'époque chez les oiseaux, alors que là, il a circulé chez les oiseaux, le virus actuel. Et c'est un virus qui est donc proche, mais pas tout à fait analogue.
Alors, on peut poser la question, mais l'un était très grave, l'autre, on le sait maintenant, a été beaucoup moins. Est-ce que, quand on séquence, est-ce qu'on arrive à trouver des zones qui sont des zones qui permettraient d'expliquer pourquoi il y a eu ce caractère très grave à l'époque et il ne l'est pas maintenant? Eh bien, pour l'instant, je n'ai pas la réponse. Au passage, la gravité de cette grippe a été donnée sur la grippe espagnole comme touchant des populations qui étaient juste après la guerre de 14, les soldats, les gens jeunes, qui étaient donc en dénutrition et qui pouvaient expliquer la gravité. Ça a touché aussi l'Inde, avec des millions de morts en Inde, qui étaient certes dénutris. Les Indiens étaient encore peut-être plus dénutris que maintenant. Mais ça n'a pas touché que la guerre, que les soldats ou que les populations issues de la guerre de 14-18. Il y a bien d'autres populations dans le monde qui ont été touchées par cette grippe. Alors, le système d'alerte de l'OMS qui fait qu'on a parlé de pandémie pour cette grippe 2009. Pourquoi parle-t-on d'une pandémie? La définition d'une pandémie par l'Organisation mondiale de la santé n'est pas liée à la gravité. Elle est liée au fait que ça touche plusieurs régions du monde en même temps. Et le niveau 6, vous voyez qu'il y a différents niveaux, le niveau 6, c'est 2 régions distinctes au niveau mondial touchées par le virus. C'est une pandémie qui est officiellement déclarée. Donc, la définition de pandémie et les décisions du système d'alerte de type 6, c'est-à-dire un niveau 6 avec toute la lourdeur de ce que ça a pu représenter, ne sont pas liées à la gravité, mais sont liées à l'extension géographique de la grippe. Et ça, on a souvent tendance à l'oublier, parce qu'en médecine, à la fois pour les médecins, mais surtout pour les malades, finalement, ce qui fait la gravité, c'est la gravité, quoi. Est-ce que c'est une grippe grave ou pas? La définition OMS ne prend pas ça en compte, elle prend en compte uniquement la diffusion internationale. C'est une vraie vision politique et pas médicale, en fait. Alors, les faits. Tout a démarré l'an dernier, donc il y a presque un an, 24 avril de l'an dernier. Les premiers cas décrits au Mexique, en Californie. On parle ensuite de nombreux cas qui surviennent au Mexique, avec beaucoup de décès. Le Mexique s'arrête quasiment. Vous savez que les écoles ont été fermées très vite, que Mexico a été une ville bloquée pendant 15 jours, 3 semaines. Et puis, très vite, sont arrivés le nombre de cas qui étaient non seulement dans cette région du monde, mais quelques cas en Europe aussi qui survenaient, des cas en Nouvelle-Zélande, en Australie. On était dans la définition du niveau 6 de l'OMS, d'où la déclaration finalement de ce niveau 6, avec tout ce que ça sous-entendait. Alors, derrière ça, il y avait aussi quelques formes sévères, la notion de formes sévères qui pouvaient exister. On ne savait pas trop la fréquence, mais ça a commencé à sortir vers le mois de juin. Et tout le monde, les médias, tout ça, se sont mis évidemment en disant « Mais mon Dieu, où va-t-on? Est-ce que c'est pas la première phase de la grippe espagnole de 14-18 ? Et la deuxième phase, qu'est-ce qui va se passer ?» Alors, l'Argentine, même chose, il y a eu, on voit les courbes qui montent, qui redescendent, enfin ça a été très brutal et puis redescendant, tout Buenos Aires complètement bloqué aussi, beaucoup plus que ce qu'on a eu à Paris, aucune comparaison. Les écoles, les théâtres, tout ça, les métros se sont arrêtés à Buenos Aires pendant une dizaine de jours, les médias l'ont largement... L'Australie, donc à l'autre bout du monde, on voit le nombre de cas qui augmente exactement durant la même période, donc on est bien là dans la définition d'une pandémie grippale. Et voilà la courbe que ça représentait. Ça, c'est des données de mai 2009. Vous voyez qu'il y avait déjà, finalement, il y a des points partout dans le monde. Et bien, par définition, ça, c'est une pandémie de type 6 qui ne préjuge absolument pas ni du nombre de cas touchés, puisqu'il suffit qu'il y ait plusieurs zones dans le monde. Mais s'il n'y en a pas beaucoup, tant pis, c'est quand même une pandémie de type 6, de niveau 6, et puis qui ne préjuge pas de la gravité. Alors, les premières conclusions qu'on pouvait faire en juillet 2009, donc on avait des données sur l'hémisphère nord et sur l'hémisphère sud. Je vous rappelle qu'en juillet, dans l'hémisphère sud, c'est l'hiver. Qu'on avait une transmission qui paraissait très efficace de ce virus, avec un virus qui était quasiment de type H1N1, que ça touchait beaucoup les sujets jeunes. On était avec une grippe que déjà dès juillet, on savait qu'elle était bénigne dans la très grande majorité des cas, mais qu'il y avait quelques cas de formes respiratoires sévères qui paraissaient totalement atypiques parce qu'elle touchait des gens jeunes sans aucun antécédent. Elle pouvait toucher aussi des personnes plus âgées avec une insuffisance respiratoire, ce qui existe dans la grippe habituelle. Mais là, ça pouvait toucher des gens jeunes qui étaient en insuffisance respiratoire aiguë en quelques jours. Bon.
que la gravité de la mortalité paraissait pas très importante. Donc on arrivait finalement, si ce profil de sévérité se confirme, l'impact social et sanitaire dépendra du taux d'attaque. Le scénario d'une vague qui débute suite à la rentrée scolaire se confirme, du moins en France métropolitaine. Donc c'était ce qu'on pouvait dire en juillet, et tout le scénario, à partir de juillet, a été construit autour de ça, c'est-à-dire une grippe qui diffuse beaucoup, qui n'est pas grave, mais il y a des formes graves, et il y aura probablement un retentissement social et socio-culturel très important à la rentrée à Paris, et en France, et dans les grandes villes. Une partie de ça a été vrai, une partie de ça a été faux. Les experts se sont trompés, hein, ça arrive. Hein. Je me suis trompé. J'ai dit, moi, par exemple, que je pensais ça serait bénin, qu'il y aurait quelques formes graves, mais qu'il y aurait un retentissement social qui serait important. Je voyais Paris bloqué, entre guillemets, pendant une période d'une 8aine de jours, avec des problèmes au niveau des grandes structures, et je voyais un scénario plutôt de type Buenos Aires. Et j'étais pas le seul à voir ça, hein, je vous rassure. Alors, maintenant, finalement, qu'est-ce qui s'est passé? Voilà le schéma en 2010, c'est la même courbe, la même figure que tout à l'heure. Vous voyez qu'il y a eu des cas partout, hein. Bon, on voit peu de cas en Chine, mais il y a un système épidémiologique qui fait que c'est probablement très sous-estimé. Grand point d'interrogation, surtout pour quelqu'un comme moi qui s'occupe du VIH, l'Afrique subsaharienne, il n'y a rien. Mais il n'y a rien parce qu'on n'a pas regardé, hein. Parce qu'il n'y avait pas les outils pour regarder. Je suis sûr qu'il y a eu, bien sûr, des tas de cas de grippe H1N1 en Afrique subsaharienne. Il y en a, vous voyez, dans les pays du Sud, l'Argentine, l'Australie, tout ça. Donc, avec en gros 16 000 cas de décès rapportés à l'OMS. C'était ça en début mars 2010. On doit être plutôt autour de 17 000 cas pour l'ensemble de cette pandémie. C'est-à-dire c'est important, mais c'est pas non plus dramatique par rapport à tout le scénario qui avait été réalisé. Hein. Le virus de H1N1 a pris le pouvoir. Ça, c'est une particularité aussi des virus grippaux. Qu'est-ce que je veux dire par prendre le pouvoir? Vous savez qu'on a discuté pendant la période, et certains d'entre vous, moi aussi, j'ai été vacciné contre la grippe saisonnière et j'ai été vacciné ensuite contre H1N1. Et on se demandait s'il y aurait finalement une grippe saisonnière durant l'automne 2009 avec un virus différent de H1N1. Mais la réponse est non. Partout, H1N1, quasiment, sauf en Chine, je ne sais pas pourquoi d'ailleurs, a pris le pouvoir, et vous voyez que c'est bleu partout, c'est-à-dire que c'est ce virus H1N1 qui a dominé. Tous les autres virus grippaux ont disparu pendant 2009, et c'est la fin de l'année 2009, et même maintenant, il ne circule en ce moment que du H1N1. Hein. C'est donc, en gros, on est en train de passer d'un virus qui était pandémique, puisqu'il était nouveau, c'était une cassure, à quelque chose qui va persister en 2010 et qui va devenir finalement une grippe saisonnière H1N1 en 2010. Hein. Donc il a pris le pouvoir. Alors en France, on s'attendait donc à des choses à la rentrée. Bon. À la rentrée parce que la scolarité, parce que ça touchait les gens jeunes, la contagiosité passe beaucoup par les enfants, et parce que c'était le retour du froid, etc. Bon. On a vu très peu de choses en septembre, très peu de choses en octobre. Et on a expliqué ça en disant, souvenez-vous, on a eu un très bel automne, hein, on a eu un été indien, etc. Et donc l'explication était de dire, ah mais il fait pas froid, donc c'est normal, entre guillemets, il y a un retard dans la pandémie H1N1. Bon. Au passage, on avait quand même observé de l'H1N1 en France au mois de juin, il faisait non plus pas spécialement froid. Donc il y a des choses qu'on ne comprend pas bien dans la relation de cette épidémie-là, H1N1, avec le climat et le niveau de température. Bon, et puis ensuite on a eu une poussée qui était à partir de la 45e, 46e semaine, c'est-à-dire à partir de fin octobre, il y a eu novembre, et puis c'est très vite redescendu dès le début décembre. C'est-à-dire que la pandémie a bien eu lieu. En gros, il y a eu 7 millions de cas symptomatiques, je dis bien symptomatiques, c'est-à-dire avec des signes cliniques. Je vais vous dire qu'elle a été beaucoup plus importante que ça. Mais avec les signes cliniques environ ça, et que tout s'est joué finalement sur un mois et demi, sur 6 semaines, entre fin octobre et la mi-décembre. C'est-à-dire que ça n'a pas duré
tel qu'on l'avait imaginé, avec quelque chose de plus durable et touchant beaucoup plus que les 7 millions de personnes. Alors ça a touché plus de 7 millions de personnes, mais je vais vous le montrer, mais ça les a touchés de façon strictement silencieuse, sans aucune conséquence. Les données en France, en 2010, les voilà, vous avez la courbe rouge qui disparaît, vous voyez qu'il ne reste plus rien, donc actuellement il y a bien du virus H1N1 qui tourne, mais il n'y a pas de pandémie. Ça ne veut pas dire pour ça qu'elle ne va pas redémarrer, on en discutera à la fin, mais actuellement c'est très calme. Hein. Alors l'effet acquis, donc, par rapport à ce que j'avais écrit comme l'effet acquis en juillet 2009, qu'est-ce qu'on sait en février 2010, et c'est la même chose maintenant. Il y a bien eu une transmissibilité importante. La morbidité et la mortalité ont été très modérées, très modérées. Il y a quelques formes graves inhabituelles de type de SDRA, ça veut dire syndrome de détresse respiratoire aiguë de l'adulte chez les patients jeunes qui n'avaient pas de facteur de risque. Ça, c'est très particulier. On n'avait jamais observé ça dans les services hospitaliers, dans les services de réanimation. Les grippes sévères, c'était pour des personnes plutôt au-dessus de 60 ans. Là, on a vu des formes en réa avec des gens de 25 ans qui allaient parfaitement bien. Il n'y a pas de résistance au traitement connu, on n'a pas trouvé pour l'instant de facteur de virulence, et il n'y a pas de dérive génétique de ce virus, c'est bien toujours H1N1 qui tourne, qui est dominant, ça n'a pas muté, il n'y a pas eu de nouvelle cassure, en tout cas jusqu'à maintenant, donc on est dans un contexte virologique assez solide. Alors les formes graves. Pourquoi je vais m'arrêter sur les formes graves? Parce que c'est la particularité de cette pandémie, et parce que ça a été un des arguments assez forts pour pousser à la vaccination, en disant il y a des formes graves, elles peuvent survenir chez des gens jeunes qui n'ont aucun antécédent, donc c'est un peu le loto, hein, dans une famille, pourquoi quelqu'un va développer une forme grave ou pas, et donc il faut vous faire vacciner pour éviter, à titre de prévention, en pesant les rapports bénéfices-risques, pour éviter l'apparition, d'une grippe, mais surtout de la forme grave de la grippe. Il y a eu des exemples très médiatiques, mais qui étaient très frappants. Il y a eu, par exemple, certains d'entre vous ont dû entendre ça, à Saint-Étienne, vers le 15 septembre, un jeune couple, 25-28 ans, dont elle est asthmatique, et lui, il n'a aucun antécédent. Ils sont touchés par quelque chose qui ressemble à un syndrome grippal. Ils vont voir leur médecin généraliste le mardi soir, qui leur dit, bon, écoutez, repassez me voir demain. Ils repassent le mercredi, et il dit, c'est une grippe. Bon. Et il dit à cette jeune femme, vous êtes asthmatique, donc je vous traite. Je vous mets sous Tamiflu. Et le jeune homme, son conjoint, il lui dit, vous avez des antécédents? Non, aucun antécédent. Non, vous n'avez pas d'antécédent, donc cette grippe est bénigne, donc je ne vous traite pas. Le vendredi soir, le jeune homme se sent pas bien. Il est vraiment pas bien du tout le samedi matin. Ils appellent le SAMU en début d'après-midi. Il est hospitalisé en réanimation au CHU de Saint-Étienne dans l'après-midi. Il décède après 24 heures de réa. Ils n'ont rien pu faire le dimanche après-midi. Bon, donc on n'avait jamais vu ça dans la grippe saisonnière. Hein. Moi, les infectiologues, on est souvent à une double formation, réanimateur et infectiologue. Bon, quand j'étais plus jeune, j'ai vraiment pris beaucoup de gardes de réanimation d'infectieux à Claude Bernard. J'ai jamais vu ça. J'ai vu des formes graves de grippe chez les personnes âgées ou qui avaient une insuffisance respiratoire, mais jamais chez des gens qui n'avaient aucun antécédent. Donc ça a beaucoup frappé, hein, beaucoup frappé. Et ça nous a aussi beaucoup frappé, nous les médecins, d'où le message de dire, comme on ne sait pas prévenir, que c'est l'auto, mais c'est l'auto totalement injuste, hein, bien sûr, puisque là, dans ce couple, vous imaginez, eh bien, il faut prévenir. Certes, il faut se traiter très vite quand on a une suspicion de grippe par le Tamiflu, mais il vaut mieux prévenir en ayant une vaccination. Donc, les formes graves, bien que peu fréquentes, on va voir le nombre de cas, ont un peu exacerbé la réflexion et la pensée sur les indications du vaccin et de la prévention. Et ça reste quand même un scénario très intéressant, entre guillemets, au niveau médical, pour essayer de comprendre pourquoi il y a eu ces formes graves chez les gens jeunes. Alors, les groupes à risque qui sont rapidement sortis pour développer ça étaient les femmes enceintes, mais être enceinte, c'est pas un antécédent, c'est pas un antécédent pathologique, c'est la vie. Donc c'est vrai qu'il y a des formes graves qui sont plus fréquentes chez les femmes enceintes, et puis il y avait aussi des facteurs favorisants que vous avez là, puis il y avait des gens qui n'avaient aucun antécédent.
Donc ça, c'est les facteurs, mais c'est en anglais, je m'en excuse. La globalité de la mortalité, je vous ai dit, on est autour maintenant, elle est un peu vieille maintenant, on est plutôt autour de 17 000 décès pour l'ensemble de la pandémie. Alors, un syndrome de détresse respiratoire aiguë, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est quelqu'un qui n'a aucun antécédent pulmonaire et qui développe avec un poumon blanc, c'est-à-dire avec ses poumons ne fonctionnent plus, ses alvéoles ne fonctionnent plus. Les alvéoles, c'est les petites structures qui font passer l'oxygène à travers le sang et qui permettent d'oxygéner le sang. Eh bien, le poumon ne fonctionne plus et on est obligé de mettre ces gens-là sous certaines formes de respirateurs, mais ça ne suffit pas. Il faut des respirateurs très particuliers et oxygéner leur sang avec un système d'oxygénation extracorporelle. Donc, ça, c'est les gens qui avaient une radio de poumon normale 2 jours avant, qui n'avaient aucun antécédent. Alors en France, ça a donné quoi? Eh bien, il y a eu environ entre 1300 et 1400 formes graves qui ont été hospitalisées en réa. Vous les avez, elles sont là, qui sont indiquées. Ce qui est frappant, c'est vous voyez dans l'analyse qui a été faite, on a le nombre de décès, il y a eu environ 300 décès. Il y a des facteurs de risque qui sont liés à l'âge, bien sûr, pas au sexe, mais à l'âge. Et il y a des facteurs de risque, vous voyez qu'il y a des formes sans facteurs de risque, et puis il y a des formes avec facteurs de risque, et on retrouve les pathologies respiratoires antérieures, la grossesse et la grande obésité, ce qu'avaient déjà montré les groupes américains. Mais on se disait que c'était les groupes américains, vous savez que l'obésité aux États-Unis est beaucoup plus fréquente qu'en France, en tout cas jusqu'à maintenant, et donc c'était une particularité américaine. En fait, non, on la retrouvait également dans les séries françaises. Alors, ça, c'est les formes graves, mais tout le monde ne décède pas d'une forme grave, heureusement. J'ai dit qu'il y avait environ 300 décès. Et vous voyez, donc là, sur cette analyse des 308 décès, vous voyez que le taux de mortalité, il reste plus important chez les personnes de plus de 65 ans, parce que ce sont elles qui ont des antécédents, par ailleurs, comme une insuffisance respiratoire, une insuffisance cardiaque, que sais-je, et donc la mortalité reste plus élevée. Mais chez les gens jeunes, vous voyez qu'il y a un taux de mortalité qui existe, et c'est ça qu'on n'avait jamais vu jusqu'à maintenant dans la grippe saisonnière. L'autre point qui est sorti, on a regardé si, dans les formes qui étaient graves ou pas, si le fait d'avoir été traité très vite par le Tamiflu ou pas avait évité. Et bon, la diapositive est un peu compliquée, elle est plus pour des médecins, mais le message est le suivant. On ne pourra jamais le prouver, parce qu'il n'y a pas eu d'essai contrôlé séparant les patients qui prenaient du Tamiflu tout de suite ou ceux qui n'en prenaient pas. Mais en observant ce qui s'est passé, on pense très 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 fortement que quand on prend du Tamiflu très très vite dans cette grippe H1N1, eh bien, le pourcentage de formes graves, il est beaucoup plus faible que chez quelqu'un qui n'en prend pas. Bon. Donc, en termes de santé publique, le traitement par le Tamiflu, qui est un médicament assez à court terme, 5 jours, a permis probablement, et je vais vous le montrer ensuite en France, pour la grossesse, de faire qu'en France, il y a probablement moins de formes graves, moins de décès, moins de formes graves chez les femmes enceintes qu'il n'y a eu dans des pays équivalents. Je parle l'Angleterre, je parle la Nouvelle-Zélande, je parle de l'Australie, je parle de l'Allemagne par exemple, parce qu'il y a une politique de santé publique très forte sur la prise en charge de ces personnes. Alors, de quoi parle-t-on quand on parle des médicaments? On parle des inhibiteurs de la neuranimidase, les IN, donc le chef de file est le Tamiflu, qui étaient des médicaments orphelins, parce que ces médicaments avaient été créés pour le virus de la grippe saisonnière banale, et en gros, ces médicaments, on les utilise très peu les autres années. Pourquoi? Parce que ils ne changent pas fondamentalement. La grippe, c'est quand même quelque chose d'assez banal. Ils réduisent la durée des symptômes. Bon, enfin, réduire la durée des symptômes, est-ce que c'est vraiment nécessaire de se traiter? Et donc, globalement, le corps médical dans son ensemble, jusqu'à maintenant, ne traite pas les grippes saisonnières par le Tamiflu. Il faut des circonstances un peu particulières quand il y a un facteur de risque, mais globalement, on a très peu utilisé le Tamiflu. Donc, Roche, qui fabrique ce médicament, avait somme toute, un médicament qui était très efficace, mais très peu utilisé parce qu'il n'y avait pas de nécessité. Et puis, arrive H1N1, et là, il y a eu des indications assez particulières qui ont mis beaucoup de temps. C'est-à-dire, avant de reconnaître qu'il fallait traiter vite, ça ne s'est pas fait avant la mi-octobre. Mais néanmoins, il y a eu beaucoup d'utilisation de ces inhibiteurs. Et je vous dis, je le pense vraiment, probablement ça explique la diminution des formes graves. Alors,
une des questions quand on utilise des antiviraux, c'est la résistance, hein, parce que on a tous, au sein d'une population virale, une souche qui est résistante d'emblée, qui est génétiquement résistante aux médicaments qu'on va donner. Et quand on donne ce médicament, le médicament sélectionne cette souche et conduit à ce que cette souche devienne prioritaire et dominante, et c'est ce qu'on appelle la résistance aux antiviraux. Hein. C'est pas la résistance aux antiviraux. Il faut bien comprendre que elle est déjà en soi. Nous avons tous les éléments, on a toutes les souches qui sont d'emblée présentes pour être résistantes. Et les antiviraux ne font que sélectionner cette souche. Bien, vous voyez que la résistance au Tamiflu, c'est pas un problème. Ça n'a pas du tout été un problème en 2009 et début 2010. Il y a très peu de souches résistantes au Tamiflu qui sont sorties. Pourquoi ? Parce que le Tamiflu, c'est un médicament qui est pris pendant 5 jours. On n'a pas tendance trop à l'oublier, c'est un comprimé matin et soir. Donc il y a une assez bonne observance. C'est pas un médicament au long cours, comme dans une maladie virale au long cours, comme dans le VIH par exemple. C'est donc one shot, et donc il n'y a pas eu, le problème de résistance n'est pas posé. Est-ce qu'il y a eu des mutations? Est-ce que ce virus a muté? Et est-ce qu'on peut dire que, par exemple, les formes graves, à quoi est liée la forme grave? Est-ce que c'est lié finalement à l'individu, au fait qu'il n'avait pas d'antécédent, mais qu'il a un bruit de fond génétique qui va développer une forme grave? Ou est-ce que c'est lié à un virus qui est muté? Est-ce qu'on trouve des virus mutés plus particulièrement dans ces formes graves? On n'a pas la réponse. C'est quelque chose qu'on est en train d'analyser, c'est une vraie question de recherche. Ça vous paraît un peu fou qu'on n'ait pas la réponse 6 mois après, mais on n'a toujours pas la réponse. On a décrit quelques mutations dans les formes graves, mais on en a décrit aussi dans des formes pas graves. Donc la relation avec la gravité n'est pas évidente. Et vous voyez que ce qui est vrai en France, c'est vrai ailleurs. Il y a eu quelques mutations décrites, mais on ne peut pas dire qu'un virus muté va être plus pathogène et donner une forme grave particulière. La relation avec la mutation du virus n'est pas si claire. Donc, toujours dans mes faits acquis, on les répète, ça s'est beaucoup transmis. Ah bon, mais est-ce qu'on a vraiment des chiffres pour dire que ça s'est beaucoup transmis? Parce que 7 millions, finalement, c'est beaucoup, mais c'est peut-être pas ce qu'on attendait. Bon, je vais vous donner quelques autres chiffres. La mortalité est modérée, les formes graves, on commence à mieux comprendre, il n'y a pas de résistance, pas de facteur de virulence connu, et c'est bien le virus qui est bien resté. Alors, est-ce que ce virus s'est beaucoup transmis? Vous savez, en médecine, quand on est en contact avec un virus, ou avec un germe en général, ça peut entraîner des symptômes, c'est ce qu'on appelle une forme symptomatique, hein, donc des signes cliniques, de la fièvre, les signes grippaux, on est un peu gêné au plan respiratoire, bon, c'est ce qu'on appelle une grippe symptomatique. Mais existe-t-il des grippes non symptomatiques? C'est-à-dire que, est-ce qu'il y a eu une fraction de la population française ou européenne qui a été touchée par ce virus sans développer aucun symptôme? Bon, et c'est fréquent en médecine. Hein. On imagine tous qu'un virus entraîne forcément une pathologie, mais la majorité des virus entraînent rien du tout. C'est très silencieux, très très silencieux. Ils entraînent bien sûr, au niveau de l'organisme, une réaction immunitaire, parce que l'organisme ne reconnaît ce virus comme un élément étranger, et donc il a tendance à avoir une marque et à se défendre. Donc il fait ce que doit faire une réaction immunitaire, c'est-à-dire produire des anticorps dirigés contre ce virus, ou produire des cellules T, qui sont dirigées contre ce virus et qui nous aident à contrôler la maladie virale. Bon. Mais beaucoup de maladies virales sont strictement asymptomatiques. Alors, tous les chiffres que nous avons vus jusqu'à maintenant sur H1N1 2009 concernaient des formes symptomatiques, où il y a eu des signes cliniques. Bon. Et alors, est-ce qu'on peut maintenant regarder s'il y a eu des formes asymptomatiques? Alors, la réponse est oui. Comment on fait? On regarde dans des cohortes, c'est-à-dire des suivis de personnes au long cours, sur lesquels on a un prélèvement de sang début 2009, et puis ensuite un prélèvement de sang fin 2009 ou début 2010. Certains d'entre eux, les minorités, a eu des signes cliniques de grippe, la majorité n'a eu aucun symptôme. On les interroge, ils n'ont eu aucun symptôme. Bon. Et on regarde s'ils ont une apparition d'anticorps dirigés contre le virus H1N1.
S'ils ont une apparition d'anticorps, s'ils ne l'avaient pas en début 2009 et qu'ils l'ont fin 2009, ça veut dire qu'ils ont été en contact avec le virus H1N1. Alors on s'est aperçu de deux choses en faisant ça, qui sont des données encore, vous voyez, je vous donne des données anglaises, on a des données françaises qui sont en cours de publication, et ça apporte deux types d'informations. Premièrement, que dans le sérum de 2008, vous voyez qu'il y a les gens au-dessus de 65 ans qui ont 23% déjà d'anticorps dirigés contre H1N1. Ça veut dire que quand on avait au-dessus de 60 ans, on avait déjà été en contact avec le virus H1N1. Et ça, on le savait, parce qu'il y a une épidémie d'H1N1 en 57-58, et qu'il y a une mémoire immunitaire qui persiste, et ça explique probablement pourquoi cette grippe a été très particulière et qu'elle a touché peu les personnes au-dessus de 60 ans et beaucoup plus les personnes plus jeunes. Parce que les personnes au-dessus de 60 ans avaient une mémoire immunitaire pour largement un tiers d'entre elles qui était déjà présente, et donc la grippe n'a pas entraîné de symptômes. Deuxième élément, vous voyez que chez les gens jeunes, mettons prenons de 15 à 24 ans, eh bien on passe de 17% d'anticorps en 2008, avec des sérums de fin 2009 à 38%. Ça veut dire qu'il y a 21% des personnes qui, dans cette tranche d'âge, ont été en contact avec H1N1. Donc ça fait 20% de la population. Là, on n'est plus du tout aux chiffres que j'évoquais tout à l'heure. Et on a la même chose qui le dit d'une autre façon sur une étude qui a été réalisée en Finlande, où vous voyez que en fonction de l'âge, on a aussi un taux d'anticorps qui est différent. Sur la France, on a une étude qui a été réalisée à Marseille, qui montre qu'en fonction de l'âge également, il y a un niveau d'anticorps qui apparaît de façon beaucoup plus importante. Globalement, le message il est le suivant. Il y a eu environ 6 à 7 millions de grippes symptomatiques H1N1 en France, ça c'est sûr, les chiffres ont été donnés par les réseaux Sentinelle, mais on pense qu'il y a 2 à 3 fois, voire même plus, peut-être 4 fois, de gens qui ont été touchés par H1N1, mais qui n'ont développé aucun symptôme. Aucun symptôme. Soit parce qu'ils avaient déjà des anticorps pour des personnes de plus de 60 ans, soit chez les gens jeunes, parce qu'il ne s'est rien passé, et cette grippe a été beaucoup plus bénigne qu'on ne l'avait imaginé. Donc, en fait, le taux d'attaque dans la population française, eh bien, il a bien été celui qui était attendu, c'est-à-dire, en gros, presque un quart de la population française qui a été touchée par H1N1, puis on est autour de 18 millions à peu près de personnes touchées, mais dans un bon nombre de cas, sans aucun symptôme clinique, donc finalement une grippe très bénigne. Donc ça explique un peu les contradictions qu'il y a pu y avoir, parce que c'est facile maintenant de raconter l'histoire, j'ai les chiffres, mais vous m'auriez demandé ça, je vous aurais fait le même topo en septembre 2009, je ne vous aurais jamais raconté ça, parce que je ne le savais pas. Et il faut voir qu'en même temps qu'il y a eu cette pandémie, eh bien on a trouvé, on a découvert un certain nombre de choses qui montrent que cette grippe a été beaucoup plus fréquente qu'on ne le pensait. Alors, la couverture vaccinale. Pour le vaccin saisonnier et le pandémique, qu'est-ce qui s'est passé au niveau des vaccins? Bon, je ne reviens pas sur la façon dont le système de vaccination s'est mis en place. Bon, je crois qu'il a été un peu lourd, mais parce qu'il avait été conçu pour quelque chose de beaucoup plus grave que ça. Et je pense que de la part de notre ministre de la Santé, ça a été quelque chose d'un peu militaire qui a été mis en place en pensant à des grosses difficultés d'accès, etc. Bon, il y a eu un misfit important, c'est que ça ne s'est pas du tout appuyé sur les médecins généralistes, qui donc se sont vus mis à part. Donc, se mettant à part, et ça a dû vous arriver à vous avec vos médecins traitants, vous a dit, bof, de toute façon, on n'a pas le droit de vacciner, donc s'il n'y avait pas le droit de vacciner, il ne pouvait pas être pour le vaccin. C'était assez facile à comprendre. Bon. Donc, le relais par un certain nombre d'une partie du corps médical, et en médecins, en particulier les médecins généralistes, n'a pas été pris, et quand ils ont pu vacciner, c'était trop tard. Donc, on a eu un système un peu bolchevique, de mise en place avec les centres de vaccination, etc., qui aurait été très approprié en cas d'une grippe qui aurait été symptomatique dans l'immense majorité des cas, où tous les médecins auraient été pris par traiter les gens, etc. Il fallait bien mettre un système différent du système de médecine de ville, mais qui là, en l'occurrence, comme cette grippe a été différente de celle attendue, s'est avéré complètement assez inapproprié, disons-le. Bon.
Alors, le nombre de personnes qui a été vaccinées, vous voyez qu'on estime qu'il est autour de 5,5 millions de personnes vaccinées. Vous voyez où ça s'est fait, dans les centres, dans les différents points, ce qui représente environ 7%, 7,5% de la population française. Donc c'est pas un résultat en termes de santé publique mirifique, hein, qu'avec tout ce qui s'est passé, on n'ait pu vacciner que 7,5% de la population française, c'est pas majeur. Bon. Alors on a dit, bon, mais c'est vrai, mais la France, c'est compliqué, le vaccin, il y a tous les antécédents autour du virus de l'hépatite B. Bon, moi j'avais les infirmières sur l'hôpital qui avaient des blogs qui arrivaient d'infirmières anglaises, qui disaient il faut surtout pas se faire vacciner, ce vaccin est toxique. Enfin, bon, je vais y revenir sur l'absence de toxicité de ce vaccin. Enfin, à l'époque, on n'avait pas tellement de recul. Bon, et globalement, on dit, de toute façon, les Français, bof, vis-à-vis de la vaccination, comme d'habitude, il suffit que ça soit indiqué par un gouvernement, qui soit d'ailleurs de droite ou de gauche, ça leur est imposé, et donc si ça leur est imposé, les Français refusent. Bon. Et c'est vrai d'ailleurs, globalement c'est assez vrai comme attitude française. Bon. Il faut quand même la nuancer, parce que si on regarde ce qui s'est passé sur la grippe saisonnière, hein, où il y avait en même temps un vaccin saisonnier. Beaucoup d'entre vous ont dû être vaccinés contre la grippe saisonnière aussi. Bon. Et il y avait en même temps le vaccin H1N1. Et on ne savait pas s'il y aurait une ou deux épidémies. Hein. Je vous ai dit maintenant qu'on n'en avait eu qu'une. Qu'on avait eu que H1N1 qui avait tout bouffé, qui avait pris le pouvoir, et le vaccin saisonnier n'est pas apparu. Bon. Donc, vous voyez dans les chiffres que dans la population qui est habituée à être vaccinée, c'est-à-dire la population la plus âgée, hein, il y a deux grandes populations qui se vaccinent contre la grippe, d'une part les soignants, les médecins, les infirmières, etc., et puis les populations plus âgées globales. Bon. Et vous voyez que le taux de vaccination de la grippe saisonnière chez les 65-79 ans, il est de plus de 70%. Hein, plus de 70%. Donc dans le même temps, et les mêmes se sont très peu fait vacciner, 5%, contre la grippe H1N1. Les populations jeunes qui, elles, se sont pas du tout fait vacciner contre la grippe saisonnière, elles n'ont pas l'habitude de le faire, eh bien, se sont fait vacciner un peu plus contre la grippe H1N1. A posteriori, c'est très bien ce qui s'est passé. Parce que, comme une partie de la population âgée, vous étiez déjà, pour un certain nombre d'entre vous, déjà préimmunisés, moi aussi d'ailleurs, déjà préimmunisés contre H1N1, bon, bah, on n'avait pas besoin tellement de se refaire vacciner. Il se trouve qu'on l'a fait. Mais bon. Alors que la population jeune, qui, elle, n'avait pas d'antécédents, bah, c'était elle qu'il fallait vacciner. Donc, cette diapositive, par ça, c'est les chiffres, hein, c'est terrible, en médecine, on raisonne comme ça, c'est avec les données, elle montre ces deux choses. Premièrement, qu'il n'y a pas eu de vaccination très importante, et 7% contre H1N1, contre 21,22% sur la grippe saisonnière, mais qu'en termes de population cible, eh ben, ça s'est pas si mal passé que ça, puisqu'il valait mieux vacciner les gens jeunes. Alors, maintenant, en termes de santé publique, et qu'est-ce qui va se passer à l'été, au printemps d'abord, hein, puis à l'été, puis à l'automne? Est-ce qu'il y a la population française est-elle couverte finalement contre H1N1? Alors, on dit qu'il y a environ 5,5 à 6 millions de personnes, hein, qui ont eu des signes grippaux de H1N1, que les formes asymptomatiques dont je vous ai parlé, il y en a 2 fois ça, donc on est plutôt autour de 15 à 20 millions de personnes qui ont été infectées par H1N1, dont la grande majorité sans aucun signe, forme asymptomatique. Il y a les personnes immunisées, 5 à 6 millions, donc ça veut dire qu'il y a entre, mettons, 18 et 25 millions de personnes en France qui, actuellement, a déjà été immunisée contre H1N1. Donc, finalement, le résultat global, il n'est pas non plus si mauvais que ça. Hein. Si on a 20 à 25 millions, je vous rappelle qu'on est 65 millions de personnes en France. Donc, il y a globalement un peu plus d'une personne sur 3 qui est déjà couverte contre un futur H1N1. Et je ne sais pas, moi, très bien ce qui va se passer à la rentrée. Hein, si on pense que H1N1 va devenir une grippe saisonnière, je poserai peut-être des questions là-dessus, mais somme toute, comme ce virus est très particulier, on ne sait pas ce qui va se passer. Alors, les vaccins. Il y a eu beaucoup de polémiques
autour des vaccins. Ce vaccin est toxique. Ces vaccins ont été fabriqués beaucoup trop vite, donc ils ont été mal fabriqués. Ils ont été fabriqués pendant l'été. Les usines ne fonctionnaient pas bien pendant l'été. Il y a des adjuvants qui sont toxiques, etc. Bon. Alors, ce vaccin, il n'est pas toxique, ni plus ni moins qu'un autre vaccin. Par définition, vous savez, en médecine maintenant, tout médicament efficace, il a des effets secondaires. Donc si on a un vaccin, il y a des effets secondaires des vaccins. Bon. Et après, c'est un problème de balance entre le bénéfice-risque, et y compris pour un vaccin. Il y a très peu de problèmes avec les vaccins, mais il y en a quelques-uns, et je vais y revenir. Bon. Est-ce que ce vaccin a été fabriqué plus vite que d'habitude? Non, parce que un mois après, c'est à peu près la même chose. Le calendrier de fabrication du vaccin H1N1 a suivi à peu près le calendrier de ce qu'est la fabrication du vaccin saisonnier qu'il y a chaque année, qui est fabriqué aussi pendant l'été. Je vous rappelle que la notion d'été, c'est une notion typiquement française où tout s'arrête au mois d'août, mais qu'aux États-Unis où le mois d'août n'existe pas, bah, les usines, elles bossent, hein, les industries pharmaceutiques, le mois d'août, c'est un mois comme les autres. Hein. Donc, en termes de qualité de fabrication, il n'y a pas eu un sous-produit vaccinal de H1N1. C'est un bon vaccin. La preuve, on pensait que ce vaccin serait peu efficace. Alors, pourquoi on le pensait? Parce que, par analogie avec un vaccin qui avait été fabriqué 4 ans auparavant contre H5N1, qui avait été difficile à construire et qui avait bénéficié des mêmes techniques, mais qui fonctionnait plus ou moins bien, qui était peu immunogène, et où, avec H5N1, il fallait 2 injections de vaccin pour qu'il y ait une vraie efficacité vaccinale. Donc tout a été conçu par les laboratoires, les commandes de vaccins, les experts, etc., avec l'idée qu'il nous faudrait 2 injections vaccinales. Et puis c'est pas du tout ça. Après, ce vaccin est très efficace. Après une seule injection de vaccin, 92% de la population a fait une bonne réponse immunitaire suffisante. Il n'y a pas eu besoin de 2 injections. Mais ça, les premiers résultats des premiers essais vaccinaux, on les a eus mi-octobre. Hein. Et déjà, toutes les commandes, toute la discussion des commandes de Mme Bachelot, tout ça s'est produit fin juin, début juillet. Et quand elle posait la question, c'est pas que je sois là pour la défendre, mais quand elle posait la question aux experts, et en disant, mais alors vous pensez que ce vaccin il va être efficace, bah, les experts on disait, bah on ne sait pas. Et puis si on regarde avec H5N1, eh bien non, on pense qu'il ne va pas être efficace et qu'il faut 2 injections. Donc s'il faut 2 injections, il faut 2 fois plus de commandes. Hein. Et on s'est rendu compte que très vite, hein, les premiers résultats ont tous montré 90% de couverture. Mais on l'a su qu'à partir de mi-octobre. Donc c'est un vaccin qui a été bien fabriqué. Et finalement, l'objectif, c'est qu'il soit efficace, et il est très efficace, il couvre bien. Bon. Alors, il y a 4 vaccins qui ont été faits par différentes compagnies pharmaceutiques, qui ont des caractéristiques un peu différentes. La majorité, c'est fabriqué sur des œufs, hein, comme tous les vaccins antiviraux. C'est le virus, on le fait pousser sur des œufs, et ensuite, on isole des particules, des protéines de l'ensemble du virion, qui sont parfaitement inactivées, et on fabrique le vaccin à partir de ça. Alors, toujours dans l'idée que ce vaccin serait peu efficace, qu'il fallait 2 injections, toujours par analogie avec H5N1, l'idée était de dire, mais s'il est peu efficace, il faut adjoindre ce qu'on appelle un adjuvant, c'est-à-dire un produit qu'on utilise quand un vaccin il est peu immunogène, et on donne quelque chose qui stimule la réponse immunitaire. Le mot adjuvant vient d'additionner finalement par rapport à l'efficacité du vaccin. D'où l'utilisation d'adjuvants. Alors on a dit, ces adjuvants sont toxiques, ils n'ont jamais été utilisés. C'est pas vrai. Dans beaucoup de vaccins, il y a des adjuvants. Les adjuvants permettent d'avoir une meilleure réponse immunitaire et d'avoir des doses qui sont plus faibles. Alors, les adjuvants sont utilisés pour le vaccin H1N1 sont des squalènes. Les squalènes, c'est les substances lipidiques qui présentent l'antigène et qui font qu'il y a une meilleure stimulation. Le squalène, c'est issu de la graisse et de la peau de requin. Bon.
Bon, donc si je voulais être politiquement correct et dans le truc de biologie et proche de l'écologie, vous voyez que les adjuvants sont des choses qui sont des substances naturelles qui sont additionnées au vaccin. Donc le vaccin, le squalène, avait déjà été utilisé dans un autre vaccin antigrippal, vous voyez, dans le vaccin GripGard. Il avait été utilisé dans H5N1 pour GSK, et puis il avait été utilisé également par des vaccins de Sanofi. Il y avait d'autres adjuvants qui ont été utilisés, toujours avec l'idée que ce vaccin ne serait pas suffisamment efficace, et en particulier avec un produit de chez GSK qui est utilisé dans le vaccin contre le papillomavirus, donc vous voyez, qui a été donné à des millions de personnes, et on n'a pas soulevé du problème de l'adjuvant comme on l'a fait pour H5N1. Bon, alors, tout ça, en fait, les doubles vaccinations, l'adjuvant, c'était pas nécessaire. Ce n'était pas nécessaire. Ce vaccin produit, les 4 vaccins sont très efficaces, et à plus de 90% des cas, ça suffit. Bon. Il n'y avait pas besoin d'une double vaccination, il n'y avait pas besoin d'un adjuvant. Moi, je me suis fait vacciner très tôt, comme les personnels de santé, dès le mois d'octobre. J'ai eu un vaccin avec un adjuvant, je vous remercie, tout va bien, là, j'ai pas de souci. Mais je ne me suis pas fait vacciner quand j'ai su ça après au mois de novembre, j'ai pas eu de deuxième vaccination. Et la quasi-totalité en France des personnes n'a pas eu de vaccination. Parce qu'on s'est très vite rendu compte que ce n'était pas nécessaire. Alors, après, on peut faire l'histoire à l'envers. Si on avait su ça au mois de juin, d'abord, le message autour de vaccins, il n'y aurait pas eu les adjuvants, il n'y aurait pas eu les deux injections. Et probablement pour la population, c'était plus simple de dire c'est comme d'habitude, c'est comme le vaccin saisonnier, une seule injection, ça suffit, c'est simple. Tandis que là, c'était déjà entaché de questions. Tiens, pourquoi il faut un adjuvant? Pourquoi il faut les 2 injections? Bon. Deuxièmement, pour les commandes, évidemment, ça aurait été autre chose, puisqu'il fallait diminuer par 2 les processus des commandes, puisque tout marchait avec une seule injection. Donc ça, c'est la stratégie qui avait été retenue. Vous savez qu'il y a eu plusieurs niveaux, les personnels de santé, puis ensuite un certain nombre de populations à risque et la population. Tout ça a été en fait plus ou moins réalisé dans les personnels de santé, bien réalisé dans les populations à risque, et dans l'ensemble de la population, ça a été très variable. Il y a la fin des centres de vaccination, il y a eu des retards importants qui ont été liés, et donc ça explique que finalement il n'y a eu que 6 millions de personnes vaccinées. Et je termine en disant finalement sur les questions en cours, des questions de recherche, parce qu'il y a eu beaucoup, je vous ai assez peu parlé de recherche jusqu'à maintenant, mais on a monté beaucoup de projets de recherche autour de H1N1. La fréquence des formes asymptomatiques, ça je pense vous avoir convaincu qu'à côté des formes avec des signes, il y a eu 2 ou 3 fois plus de formes sans aucun signe. La sévérité de l'infection et les formes graves, et en particulier le fait qu'il y ait eu beaucoup moins de formes graves en France et beaucoup moins de formes graves au cours de la grossesse. Et ça, c'est plutôt, je dirais, au bénéfice de la France. On est toujours en train de se dire, en France, rien ne va. Bon, c'est pas vrai, la santé va quand même pas si mal. Je vous rappelle qu'on est je sais pas pour combien de temps, mais qu'on est quand même un des pays où la prise en charge des pathologies se fait dans les conditions les plus optimales. Bon, et c'est le cas, semble-t-il, aussi pour H1N1. Pourquoi y a-t-il, parce qu'on ne le dit pas suffisamment, mais pourquoi y a-t-il beaucoup moins de formes graves chez les femmes enceintes en France que dans les autres pays d'Europe? Pourquoi y a-t-il moins, la fréquence des formes graves en France est-elle moins importante? Pas parce qu'on est meilleurs médecins, c'est parce qu'il y a eu une prise en charge très globale avec, en particulier, l'utilisation du Tamiflu qui a été beaucoup plus large. Autre question, c'est combien de temps va durer l'immunité vaccinale? Est-ce que ça nous couvre pour 6 mois? Pour la prochaine pandémie, pour ce qui va se passer si H1N1 est dominant au mois d'octobre, par exemple, en tant que grippe saisonnière, on ne le sait pas encore. On le pense, mais on ne le sait pas. Et puis, on est sur beaucoup d'interrogations, ça dépasse H1N1, sur comprendre pourquoi des personnes sans aucun antécédent ont fait des formes hyper graves alors qu'il n'y avait aucun antécédent. Donc, c'est la question de est-ce qu'il y a un virus particulier? Et je vous ai dit qu'on l'analysait, mais que je n'avais pas encore les données. Et puis, de savoir s'il n'y a pas des facteurs génétiques qui sont liés à l'autre. Ça nous intéresse beaucoup. Pourquoi? Ça dépasse le problème de H1N1 dans toutes les maladies infectieuses. Il y a des gens qui développent des formes hyper graves. Et puis, il y a des gens qui développent des formes bénignes. Bon.
C'est une minorité qui développe des formes hyper graves, et on ne sait pas trop pourquoi ils développent une forme hyper grave. Pourquoi quelqu'un qui est en bonne santé fait une infection, et puis il fait une méningite super grave, pourquoi un gamin qui n'a aucun antécédent, etc., fait la même chose. Et on pense maintenant, vous savez, dans le cadre de la médecine un peu individualisée, qu'il y a des facteurs génétiques qui font qu'il y a une réponse immunitaire qui est plus ou moins importante, qui joue un rôle et que quelqu'un peut développer tel ou tel type de pathologie. Et on a des nouveaux outils maintenant, en analysant le génome entier, qui permettent de séquencer tout le génome des personnes. Et donc on est en train de récupérer là, pour les volontaires qui ont développé une forme grave et qui sont vivants, ce qui est quand même la majorité d'entre eux, d'essayer d'analyser l'ensemble de leur génome pour comprendre s'ils n'ont pas une anomalie génétique ou un déficit immunitaire qui permettrait d'expliquer et qui pourrait être quelque chose de beaucoup plus large sur lequel on pourrait lutter pour une prochaine grippe X ou Y ou une prochaine maladie infectieuse. Donc c'est le type de recherche qui est en cours a posteriori pour essayer de comprendre ce qui se passe. Alors, en conclusion, on peut dire qu'il y a une partie de la population qui était supérieure à 50 ans qui a été protégée parce qu'elle avait déjà des anticorps. Ensuite, je vous ai dit sur la mortalité qui a été plus faible que celle attendue, en particulier en France. Il y a eu un déplacement des formes graves par rapport à la grippe habituelle des personnes âgées vers les sujets jeunes, avec ce phénomène très très particulier, que la prescription d'un médicament comme le Tamiflu, l'oseltamivir, prescrit inférieur à 48 heures, a semble-t-il un effet protecteur, qui a une bonne couverture finalement entre vaccinale ou des formes asymptomatiques. Et saison prochaine, qu'est-ce qui va se passer? On va pouvoir peut-être en discuter, puis il y a des tas de gens qui ont travaillé là-dessus. C'est une autre histoire, mais c'est comment on monte un programme de recherche dans une situation d'urgence, et pas là, normalement la recherche ça se fait sur du temps, et là comment on rassemble des équipes. On les a rassemblées le lendemain du week-end du 1er mai l'an dernier, le 3 mai, où j'ai réuni tout le monde, et ensuite comment on monte un programme de recherche sans avoir un sou pour le faire, où il faut aller chercher l'argent auprès des ministères. Comment on monte ça au niveau international. Enfin, c'est toute une question qu'on peut se poser sur finalement comment on répond à une crise sanitaire d'urgence, et on va en tirer un certain nombre de leçons pour faire mieux, je dirais, faire mieux la prochaine fois. Voilà, voilà ce que je voulais vous dire, et je suis prêt évidemment à répondre à vos questions.